Les dernières attaques, l'attaque américaine contre l'Iran et la riposte iranienne à cette attaque. On peut comparer les deux, voir comment elles se sont déroulées et à quel point elles ont été efficaces. Mais avant d'en arriver là, il semble que le résultat de ces attaques ne soit pas satisfaisant pour ceux qui sont derrière cette guerre, des gens comme Keith Kellogg. En ce moment, ils disent qu'on n'a plus beaucoup de temps, qu'il faut agir au plus vite. Et voici ce que Keith Kellogg a proposé. Mener une guerre qui s'éternise, ce n'est pas la manière américaine de faire la guerre. C'est un type de conflit auquel on s'est habitué ces dernières décennies, avec ce qu'on a fait en Afghanistan ou en Irak. On devrait revenir à la façon dont on menait les choses pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Pepe, laisse-moi te montrer un autre extrait, parce que Le son ici n'était pas bon. Ça ne change rien, parce que ce sera fait par les mêmes fichus idiots. mener une guerre qui s'éternise, ce n'est pas la manière américaine de faire la guerre. C'est un type de conflit auquel on s'est habitué ces dernières décennies, avec ce qu'on a fait en Afghanistan ou en Irak. On devrait revenir à la façon dont on faisait pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. On va jusqu'au bout, guerre totale, on les anéantit. Et on dit, quand vous voudrez venir discuter, vous avez notre numéro, mais d'ici là, c'est terminé pour nous. Parce qu'en ce moment, on joue selon leurs règles, pas les nôtres. Alors jouons selon les nôtres et forçons-les à venir à nous. En gros, je pense qu'il parle de l'usage des armes nucléaires. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je suis sûr que beaucoup d'entre vous dans notre public savent que Keith Kellogg est complètement idiot, sans aucune expérience de guerre d'ailleurs. Et en plus, il a perdu en Afghanistan et en Irak. Donc franchement, qui ferme sa gueule. Mais bon, regardez, ça s'inscrit dans ce qui s'est passé ces derniers jours à Nima. La semaine dernière, il y avait une lueur d'espoir, que les Américains commencent enfin à écouter au moins les efforts de médiation des Pakistanais, la proposition mise sur la table par l'Iran, et qu'on puisse peut-être arriver à une forme d'entente diplomatique entre Mar-a-Lago et Washington. Mais ça n'a duré que quelques jours. Cette semaine, tout s'est effondré, et on est revenu à la phase 2 de cette guerre. Maintenant, c'est la guerre à plein temps, la phase 2. Et ce que cet abruti total Kellogg a dit reflète exactement ce qu'il y a dans la tête du babouin de la barbarie. Il pense qu'il peut déchaîner une fureur totale, ou une méga fureur, ou une fureur 2.0, peu importe, et que l'Iran va plier et accepter son diktat, pas ce qui est sur la table, pas ce qui est discuté à la table avec la médiation des Pakistanais, mais bien son imposition, qui revient en fait à une capitulation de l'Iran. Et il croit qu'il peut y arriver en bombardant sans arrêt, nuit après nuit. Voilà où on en est aujourd'hui. Tout a changé entre la semaine dernière et cette semaine, et on suit cette histoire de très très près. Bon, je peux commencer à en parler maintenant, ou peut-être un peu plus tard dans notre conversation. C'est lié à notre nouvelle chaîne sur YouTube, où la semaine dernière, on a révélé coup sur coup 2 exclusivités mondiales, avec des informations inédites venues directement de la table des médiateurs pakistanais. Et c'était très prometteur. Le premier échange, lui, a été très compliqué. Les Américains l'ont absolument détesté parce que ça n'était pas censé fuiter. C'était un appel du président Poutine au premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, au cours duquel il a présenté ce que j'appellerais la nouvelle configuration des discussions selon l'Iran. En gros, ils en avaient assez de voir les Américains tergiverser et modifier ce qui avait été convenu par les médiateurs autour de la table. Le lendemain, ou 2 jours plus tard, les Américains changeaient tout. Donc en résumé, Poutine a dit à Sharif, c'était un appel passé la semaine dernière, au début de la semaine, plus de discussions sur le nucléaire.
Parce qu'après tout, c'est exactement ce que les Iraniens répètent depuis des semaines. Because after all, this is what the Iranians have been saying for weeks. First, you end all wars against D'abord, on met fin à toutes les guerres contre l'Iran, contre l'axe de la résistance. Ensuite, on parle du détroit d'Ormuz. Et la troisième étape, c'est de discuter du dossier nucléaire. Sur le deuxième point, Poutine a répété à Sharif qu'il n'y aurait pas de discussion menant à un nouvel accord du type JCPOA. Ce n'est pas l'ordre prévu, ni la procédure. Il faut suivre l'ordre de la procédure. Et le troisième point, c'est ce qui a rendu les Américains complètement fous, parce que cette information a fini par arriver jusqu'à Marco Rubio, à Washington. Poutine a en gros dit à Sharif que si les Américains continuent à franchir la ligne rouge et à imposer leurs propres limites sans en parler avec nous, alors qu'il s'agit quand même d'une médiation, donc en théorie d'un dialogue diplomatique, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. It's theoretically a diplomatic conversation. We might entertain the notion of testing. On pourrait envisager l'idée de tester un engin nucléaire sur le sol iranien comme moyen d'affirmer notre capacité de dissuasion. C'est très important, Nima. Et j'en ai parlé dans tous les podcasts auxquels j'ai participé ces derniers jours, toujours la même chose. C'est ce que Pezeshkian a dit à Sharif. Et c'est vrai parce que ça n'a pas été démenti par les plus hauts niveaux du gouvernement iranien, même s'ils n'ont pas du tout apprécié que cette information fuite. En réalité, la fuite vient de notre contact au Pakistan. C'est lui qui nous l'a transmise. Ensuite, on l'a interrogé, lui et la source, encore et encore, avant de diffuser l'émission la semaine dernière. Et la source nous a dit non, c'est exactement ce qui s'est passé. J'assume totalement. Et ça vient directement de la table, avec le plein soutien des plus hautes autorités du gouvernement pakistanais. Donc c'est une histoire extrêmement grave. La question c'est, qu'est-ce que s'est passé après cet appel? The thing is, what happened after this phone call? The foreign minister of Pakistan, Dar, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Dar, était à New York. Il a décroché son téléphone, il a appelé Rubio, et il lui a dit « Écoute, j'ai quelque chose de très très important à te dire. » Rubio a tout de suite répondu « Viens à Washington maintenant. » Le lendemain, Dar est donc allé à Washington et ils se sont rencontrés en face à face. Il lui a raconté exactement l'histoire que je viens de vous raconter, à vous et à notre public. Évidemment, Rubio en a parlé à Trump. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce même jour? C'était le 29 mai. Toute la rhétorique de Trump, cette rhétorique belliqueuse, s'est arrêtée net. Le ton a changé. Et Trump commençait même à envisager qu'un accord allait se faire, qu'un accord était en vue. Bon, il avait déjà promis que la guerre était terminée. La dernière fois qu'on a compté, il l'avait promis 37 fois. Probablement qu'on atteindra 40 cette semaine, non? Et puis, une autre information qu'on vient juste de recevoir de CENTCOM. Pardon de vous interrompre. La dernière information publiée par le CENTCOM, c'est que le détroit d'Ormuz reste ouvert à la navigation. bullshit. I read that before we started our conversation. Total bullshit. Total bullshit. But that's another story. CENTCOM, they lie every day. They are built. It's an empire of lies in itself. Anyway, the conversation between the Pakistanis and the Americans and the reaction by Trump. The thing is, Nima, this didn't last too long. This lasted a few days last week, maybe this weekend, and after the Apache story, which is an absolute mess because nobody really knows what happened with this Apache, changed completely. And the Pentagon, who has not still solved the mystery of two-tap Tomahawk killing the girls in Minab, they're still investigating, by the way. It took them less than 24 hours to discover that... Il leur a fallu moins de 24 heures pour découvrir que c'était un drone Shahed à l'origine du crash de l'hélicoptère Apache. Et les pilotes ont miraculeusement survécu avant d'être secourus par un bateau américain. Franchement, on dirait presque le scénario d'une série Netflix, non? Personne n'a expliqué comment tout ça a pu se produire.
Mais c'était exactement le prétexte que les Américains cherchaient pour repartir en guerre. Alors, qui profite de ce retour à la guerre? Qui a monté de toutes pièces cette histoire d'Apache? Toutes ces questions sont maintenant sur la table. Et puis, il y a encore ce changement de ton de Trump et de son entourage. La semaine dernière, on pensait pourtant que peut-être, dans leur esprit, la seule issue possible, la seule porte de sortie pour Trump, ce serait d'arriver à une sorte de protocole d'accord. Et c'est exactement ce que les Pakistanais s'efforcent d'obtenir, jour et nuit. Les Pakistanais travaillent en étroite collaboration avec les Iraniens. Ils coopèrent aussi très étroitement avec les Saoudiens. Cela fait partie de leur pacte militaire et les Saoudiens veulent trouver un terrain d'entente avec l'Iran. Ils travaillent également main dans la main avec d'autres acteurs sunnites, y compris les 4 premiers pays sunnites qui s'étaient réunis à Islamabad, avant même la première rencontre d'Islamabad, quand Ghalibaf était présent, et Vance aussi. Encore une fois, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Pakistan et l'Égypte. Ces 4-là travaillent d'arrache-pied pour parvenir à un mémorandum d'entente. Et à cela s'ajoutent le Qatar et Oman. Bref, tout le monde s'y met sérieusement. Essayons d'obtenir ce protocole d'accord. Et bien sûr, eux aussi exercent leur propre pression sur l'administration Trump. Après tout, ils ont leurs propres canaux pour parler à l'administration Trump. Mais comme on peut le voir, tout a été complètement bouleversé ces 3 ou 4 derniers jours avec cette histoire d'Apache. L'affaire de l'Apache a été le catalyseur du changement. Je ne dirais pas un changement de cœur, mais encore une fois, un changement de ton. Et Trump est revenu à son meilleur rôle d'empereur de la barbarie. D'accord, on va bombarder l'Iran jusqu'à le réduire en miettes chaque nuit, de plus en plus fort. On discute de la manière de frapper leurs ponts et leurs installations électriques. On va prendre l'île de Karg. On est déjà en train de leur voler leur pétrole. Donc tout revient à la situation qu'on avait pendant la guerre. Et c'est pour ça que c'est si dangereux. Parce qu'apparemment maintenant, l'administration Trump a pris sa décision. Et Trump, un Trump désespéré, qui cherche une porte de sortie pour plusieurs raisons qu'on connaît très bien, qui contrôle, qui dirige vraiment le jeu. Et bien sûr, avec son esprit complètement détraqué, il croit vraiment, pour revenir au début de notre conversation, il croit vraiment qu'il peut bombarder l'Iran jusqu'à ce qu'il se soumette. Voilà où on en est aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est si dangereux. La situation cette semaine est bien plus dangereuse qu'il y a une semaine, et même qu'il y a 2, 3 ou 4 semaines. Oui, je pense que l'ampleur des attaques montre, d'une certaine façon, en regardant la manière dont les États-Unis ont frappé l'Iran la nuit dernière et la réponse iranienne, qu'on voit les deux camps en train de se réévaluer, à mon avis. Parce que dans les premières heures, même les premières minutes de l'attaque, on a vu que l'Iran, au lieu de répondre directement aux États-Unis, frappait Erbil, au Kurdistan irakien. C'est vrai. Les premières cibles, c'était Erbil. Ensuite, les bases américaines. Mais quand ils ont attaqué les bases américaines, Nima, là, c'était du très lourd. Pour la première fois, il y a eu des attaques directes contre la Jordanie. La Jordanie est maintenant considérée comme une cible légitime. Ce n'était pas le cas avant. Et les attaques au Koweït ont été extrêmement dures aussi. Donc ils ont frappé en même temps la Jordanie, le Koweït et Bahreïn. C'est vraiment très très grave. Ils ont visé ce qu'il reste de la base de la 5e flotte à Bahreïn, plus une autre base navale sur place. Autrement dit, ils frappent sur tout le spectre et ils l'élargissent, puisque maintenant, la Jordanie en fait partie. Et tout ça s'inscrit aussi dans l'ordre donné par les gardiens de la Révolution au début de la semaine, selon lequel il y a une continuité allant du Bab el-Mandeb jusqu'au golfe Persique.
C'est le même théâtre de guerre, ce qui veut dire que les Houthis progressent. Petit à petit, les Houthis reviennent. Et ça va être la prochaine étape. S'il y a encore des bombardements américains ce soir et demain, il ne fait aucun doute qu'il y aura de l'action. D'ailleurs, il y en a déjà. Le Bab el-Mandeb est déjà totalement interdit à tout pétrolier lié à Israël. Donc ce n'est que la première étape. Maintenant, on a tout le spectre maritime, du Bab el-Mandeb jusqu'au golfe Persique et au détroit d'Ormuz. Est-ce que les Américains sont prêts à, disons, en assumer les conséquences? Et maintenant, bien sûr, c'est une discussion qui, par exemple, la semaine dernière au Forum de Saint-Pétersbourg, faisait partie du débat. On parlait évidemment de la guerre en Ukraine presque tout le temps. Mais quand la discussion a porté sur l'Iran, ils ont commencé à évoquer la possibilité que le véritable objectif de ceux qui manipulent Trump soit de faire s'effondrer l'économie mondiale. C'est tout à fait possible. Oui, c'est absolument possible. Et ensuite, on entrait dans une phase plus favorable pour eux. C'est tout à fait envisageable, parce que si ça continue comme ça, si l'escalade qui a repris cette semaine se poursuit, la situation du marché pétrolier, et surtout celle du marché obligataire, va devenir complètement incontrôlable. Et ce sera un crash mondial. Il n'y a aucun doute là-dessus. Trump, encore une fois, Nima, on le sait tous, Trump n'est qu'un escroc, un petit voyou de bas étage, employé par ceux qui tirent les ficelles. Ce sont eux qui fixent l'agenda, qui pensent sur le long terme et qui contrôlent les guerres sans fin en Asie de l'Ouest et en Ukraine. Et en même temps, on voit bien que ces deux guerres qui sont liées montent toutes les deux sur l'échelle de l'escalade. La guerre menée par l'OTAN contre la Russie, surtout par le MI6, ne cesse de s'intensifier. Et maintenant, il n'y a plus de limite. Il y a des attaques contre la Crimée pratiquement tous les jours. La mer Noire, la Crimée, au-dessus de l'Oural, partout, des essaims de drones contre Moscou. Par exemple, le jour où j'ai quitté Moscou, mon vol pour Istanbul en pleine nuit a été retardé de 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il y avait une menace d'essaim de drones au-dessus de l'aéroport de Vnukovo à Moscou. Et ça, c'est quelque chose qui arrive maintenant tous les jours. C'est devenu normal et les gens en ont vraiment, vraiment marre. Les Russes commencent à être très, très en colère à cause de tout ça. Donc évidemment, le grand patron, le ministre de la Défense, va devoir rendre des comptes. On a donc une échelle d'escalade en Ukraine, une autre maintenant en Asie de l'Ouest. Tout est lié et c'est chaque jour un peu plus dangereux. Il y a encore quelques jours, on pensait qu'il y avait peut-être une possibilité d'arrangement. Les Russes savent qu'il y a moins que 0 chance d'avoir une discussion diplomatique sérieuse avec les Européens. Et ils agissent en conséquence. Ils planifient en conséquence. Du point de vue iranien, disons que jusqu'à il y a 2 ou 3 jours, pour le dire simplement, ils pensaient encore un certain accord diplomatique avec les Américains était possible. Les médiateurs pakistanais, très très importants, je ne dirais pas qu'ils sont à bout de souffle, mais ils ont tellement travaillé pour établir ces liens, pour faire les allers-retours entre les Américains et les Iraniens, pour rallier tout le monde, les Saoudiens, les Qataris, les Omanais, la Turquie, tout le monde. Et maintenant, on se retrouve à nouveau en pleine guerre. Donc ils ont travaillé comme des fous pour rien. Évidemment, ils commencent à douter et à dire « Vous voulez vraiment qu'on continue à jouer les médiateurs ?» Et à propos de quoi d'ailleurs? Vous nous écoutez même plus. Vous bombardez encore l'Iran. Quelle médiation peut-on faire au milieu de tout ça? C'est juste impossible. Non, hier, pendant que les États-Unis décidaient d'attaquer l'Iran, la délégation qatari était en Iran pour discuter avec les Iraniens. Oui, c'est ça. Et ils étaient bien là-bas. Ce matin, ils ont quitté l'Iran.
Exactement. Pendant tout le temps où les États-Unis attaquaient l'Iran, eux, ils étaient encore en Iran. Je pensais qu'ils étaient partis avant ça. No, they were in Iran. It's like they were in Tehran. Absolutely. Non, ils étaient en Iran. C'est comme s'ils étaient à Téhéran. Absolument. Donc encore une fois, il n'y a plus aucune limite à la démence, littéralement, de l'empereur de la barbarie, de son secrétaire des guerres éternelles, qui est un clone très dangereux, et des gens qui l'écoutent, quoi, 4 ou 5 personnes, pas plus, et des gens sensés, avec un vrai jugement. Oubliez ça. Ils n'essaient même pas de les écouter. Et ça devient de plus en plus dangereux, Nima, parce que, bien sûr, ce n'est pas un stratège. La seule chose qu'il voit, c'est le bourbier dans lequel il s'est lui-même enfoncé et dont il est incapable de sortir. C'est pour ça qu'il a commencé à se dire « Très bien, je vais les bombarder jusqu'à ce qu'ils cèdent et ils viendront me supplier. » Le dernier mensonge, je crois que c'était hier soir, c'est que des responsables iraniens m'appelleraient directement pour me supplier d'arrêter de bombarder l'Iran. Franchement, même un gamin de 2 ans sait que c'est n'importe quoi. Et lui, il vend ça comme si c'était un fait. C'est pour ça que c'est si dangereux. Il est complètement déconnecté de la réalité. Et il n'y a pas un seul fichu imbécile dans son entourage pour lui dire « juste 5 minutes ». Monsieur le Président, voilà la vraie situation. Voilà ce que font les Iraniens. Voilà ce qu'ils annoncent qu'ils feront si vous relancez la guerre contre eux. Personne. Et comme il contrôle le cycle de l'information sur toute la planète, il ouvre la bouche, il vocifère où il veut. Et tout ça se répand dans le monde entier. Et ça passe pour la vérité, alors que c'est une montagne de mensonges, jour après jour. Très, très, très dangereux. C'est une réalité extrêmement dangereuse. Extremely dangerous.